Il est 22 h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mardi 11 octobre. Le chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 14e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22 h, première conférence risque pays qui s'est tenue en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 14e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. Au préalable, le Conseil des ministres s'est longuement penché sur les attaques terroristes de Garabtissan et qui ont causé la mort de 7 soldats avec 4 blessés et 6 soldats portés disparus. Le gouvernement a fermement condamné ces actes criminels odieux, perpétrés par un groupe terroriste dénommé Fruit Armé. L'enquête sur les circonstances de ces actes est en cours. Les forces armées djiboutiennes sont à la poursuite de ces criminels qui, tôt ou tard, n'échapperont pas à la justice. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles des soldats morts sur le champ d'honneur. La première question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cette agence a pour mission de développer, de promouvoir et de préserver la culture djiboutienne en général et en particulier d'inspirer, d'encourager, de soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s'appuyant sur ces différents départements fusionnés. La présente loi est déclinée en 12 articles indiquant d'abord l'origine de la présente loi, définissant ensuite succinctement la mission assignée à l'agence puis détaillant davantage cette dernière, et en dernier présentant brièvement l'organisation et le fonctionnement de l'agence au niveau de la gouvernance administrative et financière, lesquelles modalités d'organisation et de fonctionnement seront fixées ultérieurement par voie réglementaire. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification des dispositions du décret numéro 2014-162 Présidence, Secrétariat d'État à la jeunesse et à la culture, relatif aux modalités d'octroi du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. Ce projet de décret vise à valoriser les initiatives de nos jeunes, d'encourager leur créativité, leur volonté d'entreprendre et de contribuer au développement national. Ce décret permet d'apporter les ajustements nécessaires quant aux nouvelles missions du département ministériel chargé de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de la culture. Par ailleurs, l'organisation et l'expérience de l'édition 2021 ainsi que le succès des récipiendaires accompagnés tout au long de l'année 2021-2022 et afin de mieux adapter pour un meilleur ciblage et plus d'efficacité en faveur de l'engagement et de l'initiative des jeunes, le texte prévoit l'octroi des récompenses pour toute association et ou tout jeune qui s'est distingué d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités allant en priorité dans le sens de l'insertion socio-économique, de l'éducation populaire, de la vie associative et culturelle. Le Conseil donc a ensuite examiné et approuvé d'autres questions. Réécoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La troisième question est relative à un projet de décret portant instauration de la plateforme Djibouti Port Community System. Grâce à l'écosystème de projets portuaires maritimes et de la zone franche, découlant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays s'est aussi positionné comme un hub de commerce incontournable au niveau régional et continental. Cette tendance à la digitalisation n'est pas nouvelle et s'est accélérée ces dernières années, s'imposant comme un outil de compétitivité, non pas entre les ports, mais entre les pays ayant vocation à devenir une plaque tournante du commerce. L'objectif est de mettre à disposition des commerçants un outil efficace pour la fluidification et la facilitation des formalités d'import, de transit et de passage transfrontalier.
l'opérationnalisation de la plateforme par les parties prenantes a été actée compte tenu des opportunités offertes tant au niveau de la simplification des démarches administratives que l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique. En effet, cette plateforme de soumission unique pour toute la communauté portuaire permettra de réduire le temps de transit et améliorer la sécurité et l'efficacité de la gestion des trafics. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. Madame Mouaheb Abdurrahman Ali est nommée conseillère technique du ministre de la Défense. Monsieur Idriss Moussa Ahmed, précédemment directeur général de l'Office djiboutien des droits d'auteur et des droits voisins, est nommé conseiller technique principal de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Madame Yasmine Ahmed Moussa, ingénieure du corps de l'équipement, est nommée conseillère technique principale de Madame la ministre de la Ville. Madame Bilan Hassan Ismail est nommée au poste de directrice du développement durable du ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Ahmed Abdallah Mohamed est nommé conseiller technique principal du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Au titre de l'administration, M. Ali Soubani Atteye est nommé donc président de la commission, Mme Ifra Ali Ahmed, membre, M. Ali Ahmed Dini, membre, au titre du barreau, de la société civile, de la communauté religieuse et du corps professoral, Mme Amina Ahmed Abdillahi, M. Mohamed Ali Mohamed, Mme Fatia Daher Abdillahi et M. Abdullah Ousmane Daher, donc sont les membres à part entière de cette commission. L'ambassade de la République de Djibouti, de la République populaire de Chine, en République de Djibouti, a dans un communiqué indiqué choqué par l'attentat mené récemment contre le régiment de l'armée djiboutienne à Garabtissan. L'ambassade condamne cet acte criminel et présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'ambassade se tient aux côtés du gouvernement et du peuple djiboutien pour préserver la paix et la stabilité à Djibouti. Dans la foulée, l'UNFD a dans un communiqué également condamné, je cite, l'acte terroriste de Garabtissan. L'UNFD présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaitant également un rétablissement rapide aux soldats blessés. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné du colonel-major Mohamed Kayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense, ainsi qu'une délégation de haut niveau de l'armée djiboutienne s'est rendue en Somalie à Baladweyne afin de rencontrer sur place les forces djiboutiennes de défense qui sont actuellement sous les ordres du commandant du secteur 4 de Hiran, monsieur le colonel Hassan Jamah. Les troupes d'honneur des forces armées djiboutiennes et éthiopiennes étaient donc toutes présentes à l'aéroport de Baladweyne afin de recevoir avec les honneurs militaires qui lui sont dus le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et bien justement, en effet, toutes les positions occupées par les forces djiboutiennes à Hiran, Baladweyne, Djalalarsi, Boulabourdé et Doussamareb sont en alerte maximale depuis les derniers attentats. Les explications dans cette séquence. En effet, toutes les positions occupées par les forces djiboutiennes à Hiran, Beledweyne, Djalalarsi, Boulabourdé sont en alerte maximale depuis les derniers attentats terroristes en date le 3 octobre, ayant causé plusieurs victimes dans les rangs de la force somalienne et 2 morts côté djiboutien. Derrière ces déplacements du CMGA sur le théâtre des opérations se cachaient 2 grands objectifs. Le premier était de jauger le moral des militaires, des contingents djiboutiens et les rehausser si besoin. Par ailleurs, s'il a transmis à ces militaires l'assurance de la République de Djibouti, y compris les membres du gouvernement et l'ensemble des forces armées djiboutiennes qui les soutiennent et les félicitent dans cette opération de rétablissement de la paix en Somalie. Leur courage, leur dévouement, leur sens du devoir et surtout leur volontarisme dont ils font preuve pour aider ces peuples frères est une preuve irréfutable de la complicité et de la fraternité entre nos 2 nations, entre nos 2 armées. Ne manquera pas d'ajouter le CMGA dans son allocution avec le cadre du recommandement du secteur 4 et ceux du bataillon Hill 9.
Dans sa seconde approche, le général Zekele Cheikh Ibrahim s'est imprégné de la situation du secteur sur le plan opérationnel, du mouvement ennemi, de l'avancée des troupes ATMIS et des actions civilo-militaires menées par les forces djiboutiennes à travers une présentation faite par les cadres des officiers djiboutiennes du secteur 4. Après 12 années de déploiement dans la République de Djibouti dans cette mission, les statistiques montrent effectivement une réduction de l'effectif Al-Shabaab et une percée prometteuse du troupe ATMIS. Les forces djiboutiennes ont participé à ces efforts par les différentes manœuvres de réduction de résistance ou de dissuasion entreprises au moyen de leur artillerie lourde. Cette contribution militaire djiboutienne est grandement appréciée, comme l'attestent, le témoignent des habitants de la localité et de leurs représentants qui n'hésitent pas à le signifier dans les programmes télévisées somaliennes. Toutefois, le plan de la réorganisation de l'ATMIS annonce à moyen terme le retrait progressif des troupes de l'ATMIS du sol somalien. Dans cette optique, le général Zekele Cheikh Ibrahim et le haut cadre de l'armée djiboutienne ont pu débattre sur les voies et moyens d'entamer cette phase en toute sûreté, considérant le potentiel humain djiboutien à préserver à la menace ennemie et à contrecarrer les forces somaliennes doivent quant à elles se préparer à récupérer les bases militaires qui seront progressivement cédées par les forces de l'ATMIS. Le Sénat devant tout prix être en mesure de défendre ses positions contre les offensives d'Al-Shabaab. Enfin, de réunion, le général Zekele Cheikh Ibrahim donnera ses directives au commandement du secteur 4 et au commandement du bataillon Hill 9. Il insistera sur le renforcement du dispositif de la vigilance tout en moment. Il rappellera que la mission principale que les deux bataillons en Somalie est bien celle d'assurer la paix et sécurité pour le peuple somalien. Après la réunion de travail, la visite se poursuivra dans l'enceinte du camp El Jallah, où le général évaluera les conditions de vie et de travail des militaires de Beledweyne. À cet effet, les bureaux des militaires, surtout ceux des officiers, ont été soigneusement inspectés. En effet, cette journée pour le chef d'état-major général des armées s'est soldée donc avec des chants et des sourires distinctifs. Mais avant cela, le chef d'état-major général des armées a donc visité dans l'enceinte du camp de El Jallah, où le général a évalué les conditions de vie et du travail des militaires à Beledweyne. À cet effet, les bureaux des militaires, surtout ceux des officiers, ont été soigneusement inspectés. Enfin, cette inspection se terminera avec l'au revoir chaleureux du personnel du bataillon Hill 9 et les photos immortalisant ce moment. La délégation djiboutienne, menée par le chef d'état-major général des armées, a regagné donc l'aéroport avant de décoller pour son retour vers Djibouti. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette visite du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim à Beledweyne en Somalie. Je vous emmène à Washington avec ces délégations djiboutiennes conduites par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, qui ont donc pu s'entretenir avec le directeur du département du Moyen-Orient et d'Asie centrale, Jihad Azour. Il a été donc question de l'instabilité régionale, la situation macroéconomique du pays et les effets des crises exogènes.
Retour à Djibouti avec cet événement de l'actualité de la semaine. C'est l'ouverture officielle demain à Djibouti de la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, plus connue sous le nom de Afrozaï. Le ministre djiboutien de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdon, présidera cette cérémonie d'ouverture de la réunion et profitera de cette tribune pour délivrer le contenu de la politique du gouvernement et du chef de l'État sur la problématique de la transparence et de la bonne gestion des finances publiques. Pour préparer l'agenda et les documents de discussion de cette 58e réunion du comité directeur, les deux commissions techniques de l'organisation se sont réunies séparément ce matin. Les enjeux, le déroulé et l'agenda de cette réunion avec le reportage de nos envoyés spéciaux au Djibouti Palace Kepensky, Ahmed Hamad et Adan Ibrahim. Sur les 56 pays membres de l'organisation, 25 pays avec plus de 100 délégués, dont les 12 membres permanents du comité directeur de l'organisation, sont présents à la réunion de Djibouti pour débattre et mettre en place les mécanismes nécessaires à la transparence et à la bonne gestion des finances publiques, la bonne gouvernance étant l'un des défis majeurs du continent. Djibouti abrite pour la première fois les 58e assises de l'organisation. Créée en 1976 à Yaoundé au Cameroun, l'Afrozaï est chargée de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains membres à travers la mise en place des mécanismes réglementaires. Arrêtons-nous d'abord sur l'organisation administrative de l'Afrozaï. Il y a l'Assemblée générale, l'organe suprême qui est chargé de l'orientation stratégique et regroupe l'ensemble des institutions membres. Elle se réunit tous les 3 ans en session ordinaire ou extraordinaire. Le comité directeur, composé de 12 pays, constitue l'organe exécutif de l'Afrozaï en charge du suivi de la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale. 12 pays, dont Djibouti, sont membres du comité directeur. Il est présidé par un président choisi par ses pairs, en l'occurrence M. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes du Sénégal, désigné à ce poste lors de l'Assemblée générale de Dakar en mars 2021. Le secrétariat général, dont le siège se trouve à Yaoundé, est assuré par Mme Mba Acha Rose Famundam, secrétaire générale de l'Afrozaï, également ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé du contrôle supérieur de l'État. Les 2 dirigeants exécutifs de l'organisation dirigeront les travaux de la 58e réunion. Les 56 pays membres sont regroupés en 3 sous-groupes linguistiques arabophones, anglophones et francophones. La République de Djibouti est membre de l'Afrozaï depuis 2001 et a intégré en 2005 l'une des 2 commissions techniques, à savoir celle du renforcement des capacités organisationnelles. Dans le déroulé de l'agenda de la réunion de Djibouti, placée sous le patronage du ministre djiboutien de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdon, 3 temps forts sont à retenir. Cette première journée est consacrée à la réunion parallèle des 2 commissions techniques de l'organisation, à savoir la commission de renforcement des capacités institutionnelles et techniques et la commission de renforcement des capacités organisationnelles. La première commission devra réfléchir, formuler et mettre en œuvre des actions concrètes et adaptées au contexte d'évolution des institutions supérieures de contrôle face aux problématiques de renforcement de l'indépendance des ISC, la formation des qualités professionnelles des auditeurs, ainsi que la mise en place des outils destinés à accroître la performance des institutions supérieures de contrôle, ainsi que plusieurs thématiques, dont notamment la contribution à la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Quant à la deuxième commission, elle a pour objectif d'initier des mécanismes intégrés pour l'amélioration de la gouvernance des ISC et l'utilisation des outils destinés à accroître leur performance.
Ici, dans la grande salle de conférence du Djibouti Palace Kempinski, à moins de 24 heures de la cérémonie d'ouverture, c'est l'effervescence qui domine avec la préparation des moyens matériels et linguistiques nécessaires à la tenue dans de bonnes conditions des travaux de la 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï. Mobilisation également de l'ensemble des magistrats et du personnel administratif de la Cour des comptes, dont la première présidente, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim, hôte de la réunion de l'Afrosaï, qui affirme que c'est un honneur pour notre pays d'accueillir la grande famille des institutions supérieures de contrôle africaines. C'est un immense plaisir et c'est une fierté, c'est un honneur pour nous, la nation djiboutienne, de recevoir un événement de telle importance. La réunion de Djibouti réunit l'ensemble de hauts responsables des institutions de contrôle des finances publiques à l'échelle continentale. Et ce qui est dans cet espace d'échange et de discussion, l'essentiel, le plus important, ce qu'on y gagne, c'est l'expertise, les échanges et le renforcement des capacités qui s'y déroulent. Donc nous gagnerons forcément une capacité d'expertise après ces échanges. Par ailleurs, je dirais que la politique de développement assignée à notre nation, conduite par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accorde une place de choix à la bonne gouvernance financière. Et dans ce cadre, la Cour des comptes, qui est aussi un acteur responsable du contrôle des finances publiques, pourrait renforcer ses capacités, son expertise, ses capacités d'analyse et de conseil qu'elle apporte au gouvernement dans ce cadre. L'acquisition de la bonne gouvernance et de la transparence des deniers publics des pays du continent est aujourd'hui un défi majeur pour les pays africains. Écoutons à présent le président de l'Afrosaï. Je voudrais commencer par m'acquitter de quelques devoirs consistant à remercier le président de la République du Djibouti, qui a bien voulu autoriser la tenue en terre djiboutienne de notre 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï. Je rends aussi hommage à la présidente de la Cour des comptes djiboutienne, qui a rendu l'ESC djiboutienne vraiment plus présente sur la scène internationale, mais aussi plus visible. Alors, cette réunion du comité directeur de l'Afrosaï est un cadre d'échange. C'est un cadre d'évaluation d'abord. Ensuite, d'échange d'expérience et de partage de connaissances, mais aussi de prise de décisions importantes sur la vie de nos institutions supérieures de contrôle. Ceci participe de notre souci quotidien de rendre performantes nos ISC. Alors, or cette performance passe par l'indépendance des cours des comptes, indépendance vis-à-vis du Parlement, indépendance vis-à-vis du gouvernement, mais aussi, on l'oublie souvent, indépendance vis-à-vis du judiciaire. Ça passe aussi par la professionnalisation de nos auditeurs, parce qu'il faut que nous soyons à la hauteur des tâches qui nous sont confiées. Alors, maintenant, cette 58e réunion du comité directeur va nous permettre d'examiner les rapports des organes statutaires, mais aussi les rapports des organisations sous-régionales, telles que CREFIAF, Afrosaï-I, Afrosaï-A. Les sous-régions linguistiques. Oui. Ensuite, les rapports des organes spécialisés, qu'on appelle communément les commissions techniques. Alors, voilà, et aussi le budget. Donc, vous voyez que c'est une réunion d'évaluation pour voir est-ce que les tâches qui ont été confiées à ces organes-là ont été bien remplies. Oui, vous savez, la bonne gouvernance nécessite la mise en place d'un état de droit qui demande aussi, qui passe nécessairement par une bonne gouvernance financière. La raison pour laquelle les cours des comptes ont été mises en place dans nos différents États pour qu'elles puissent contribuer à cette bonne gouvernance financière. Parce que rappelez-vous, les cours des comptes doivent assister le président de la République, le Parlement
et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Cette assistance se traduit par la production de 3 types de rapports. Un rapport général public qui est remis au président de la République, des rapports particuliers issus des contrôles qui sont faits au niveau des sociétés, au niveau des communes, c'est-à-dire des communautés territoriales, mais aussi au niveau des ministères. Nous contribuons à la mise en place d'une bonne gouvernance, surtout financière. Voilà, et je peux vous assurer que présentement, il y a un renouveau du contrôle dans le continent africain, parce que nos gouvernants deviennent de plus en plus ouverts à la mise en place des cours des comptes. Ils ont découvert l'enjeu et le rôle que doivent jouer les cours des comptes dans la bonne gouvernance. Ça, il faut le saluer. Il faut vraiment le reconnaître et le saluer. La preuve, la Cour des comptes djiboutienne fait partie des cours des comptes qui comptent, non seulement en Afrique, mais aussi au niveau international. Il y a un dynamisme réel que nous saluons. Et vraiment, nous demandons au gouvernement djiboutien d'appuyer cette Cour des comptes dirigée par une brave dame qui a l'expertise requise pour bien faire avancer les choses, pour rendre performante la Cour des comptes djiboutienne. À la page santé avec cet lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à l'enceinte de l'école préscolaire Nassib. Le lancement donc, a vu la présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Badoita, et le secrétaire général de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et de représentants du système des Nations Unies, en l'occurrence celui de l'UNICEF, Mme Betty Dassel, et la représentante de l'OMS, Dr René van der Wert, et plusieurs cadres du département de la santé, rappelant que cette première phase de la campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 10 août 14 et cibleront tous les enfants de moins de 5 ans qui s'inscrivent dans le cadre de la prévention contre cette propagation du poliovirus sur tous les territoires nationaux. Les 2 secrétaires généraux donc sont également exprimés, respectivement celui du ministère de la Santé et du Benfort, qui ont indiqué qu'il y a suffisamment de vaccins. Voici leurs propos. Je suis également très ravi de contribuer à cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle donc, lancent aujourd'hui avec le ministère de la Santé et les partenaires cette campagne dans les établissements scolaires, notamment les établissements qui accueillent les enfants en âge de préscolaire. Il est de notre devoir au niveau du ministère de l'Éducation nationale de protéger aussi nos enfants et de contribuer à la protection de ces enfants, mais aussi de contribuer à leur bien-être et à leur santé. C'est pourquoi donc aujourd'hui, avec le ministère de la Santé, nous participons à cette campagne de vaccination contre un virus qu'on peut éviter, contre un virus qui risque de paralyser nos enfants, mais qui peut aussi entraîner la mort. Et donc les moyens sont disponibles d'éviter ces virus-là. Ces moyens sont très simples et ils sont à notre disposition aujourd'hui. Donc le ministère de l'Éducation est très engagé pour que cette campagne de vaccination puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles et que nos enfants, les forces vives de la nation, soient protégés de ce virus. Comme vous le savez, nous lançons régulièrement les campagnes pour tenter d'arrêter la poliomyélite dans notre pays, mais participer surtout à l'objectif global d'éradication de la poliomyélite déclaré par l'OMS et les organismes internationaux. Nous sommes actuellement en phase d'élimination, mais tant que le virus, comme disait la représentante de l'OMS, circule encore dans certains pays, nos enfants ne sont pas épargnés sans la vaccination. Nous travaillons pour cela avec différents organismes internationaux, l'OMS, l'UNICEF en tête, mais également avec nos partenaires nationaux, notamment l'Éducation nationale, où aujourd'hui nous sommes
dans une école préscolaire, là où il y a les enfants de 5 ans, c'est-à-dire qui répondent en fait aux cibles de notre vaccination. La poliomyélite est une maladie grave, handicapante à vie, ou aussi potentiellement mortelle. C'est la raison pour laquelle l'OMS a déclaré qu'il faut vraiment éliminer cette maladie. Mais cette maladie, heureusement, est évitable facilement par le vaccin. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de lancement de formation pédagogique pour des enseignants des écoles des enfants à besoins spéciaux, avec la venue d'une délégation des experts italiens de l'association méditerranéenne sans handicap. C'était à l'église catholique à Djibouti. Était présent le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, l'évêque de Djibouti, Giorgio Bertin, président de l'association méditerranéenne sans handicap et la chef des missions de cette délégation des experts. Une réunion qui avait pour objectif d'améliorer la pédagogie des enseignants des écoles à besoins spéciaux afin qu'ils puissent développer des méthodes d'apprentissage et de transmettre le savoir-faire dans le développement de l'apprenant. À cette occasion, le directeur général de l'ANPH, M. Douale Saïd Mahmoud, a salué cette initiative et remercie cette délégation composée d'experts et encourage les enseignants qui vont suivre cette formation de bien le suivre. Monsieur Douale, parce qu'avec lui et l'association qu'il est président, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Alors, comme l'a dit l'évêque, nous avons commencé un petit des choses. Maintenant, avec Monsieur Douale, nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je veux remercier tous les enseignants, en particulier Sorana, Alessavien, parce qu'ils mettent vite la formation en action. Et c'est très important, parce que si je viens ici à faire formation et ne pas traduire en action, n'est pas rien. Que fait? Rien. Et alors, je remercie à Simon Pire et à tout le monde qui a mis en action cette formation. Alors, je veux dire qu'avec Monseigneur... En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, première conférence, risque des pays à Kinshasa. Deuxième plus vaste pays de l'Afrique et le troisième en termes de population, la République fédérale démocratique du Congo est un acteur incontournable du continent. Elle affiche une des croissances les plus vigoureuses de la région. Richesse naturelle et vitalité démographique, la RDC possède d'indéniables atouts économiques. Cette conférence risque pays, organisée pour la première fois dans ce pays, avait pour objectif de guider les investisseurs passant en crible les forces et les faiblesses de ce pays. Les grands acteurs de la vie politique et économique se sont réunis autour d'un rapport élaboré annuellement par l'agence de notation panafricaine Bloomfield, dans lequel sont analysés des critères macroéconomiques, mais aussi sociaux et sécuritaires. Au final, une note de 5,1 sur 10 a été attribuée à ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.